Cosa Vostra. Ces fameux biais cognitifs qui sont une partie de la finance comportementale et qui se rapprochent plus alors à la première branche qui est la notion de prise de décision et théorie de la décision. Oui. En général, c'est le traitement de l'information. C'est-à-dire que l'individu ne perçoit pas totalement l'information ou, par exemple, va percevoir l'information de manière positive et éliminer les informations négatives. Alors il y a un exemple qui est très connu, mais alors pas en finance, mais en marketing, qui est l'exemple de bon, il y a deux marques de voitures allemandes assez célèbres, hein, une qui a trois lettres, qui commence par un B, et l'autre qui est plus long, qui est un prénom féminin espagnol Espagnol, qui voilà, commence ouais. par un M, et on sait très bien que celui qui a acheté une voiture de l'une des marques va regarder plus souvent les pubs de cette marque pour se conforter sur son choix et va tourner physiquement la tête pour ne pas voir les pubs de l'autre marque qui pourraient le contredire dans son choix. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Alors c'est parti, je vois que Jacques nous a pris par surprise, il a appuyé sur le petit bouton rouge. Jacques, merci, notre producteur Les de petits Génération. boutons rouges, c'est toujours dangereux. Salut Daniel Haguet, comment vas-tu? Je suis ravi de te recevoir sur La Martingale. Bonjour Matt, merci de m'avoir invité et de me faire participer à cette initiative assez originale. Écoute, j'espère qu'elle l'est de moins en moins. En tout cas, ça fait presque 40 épisodes. Je me régale et je suis très intéressé par le sujet du jour. Je vais te présenter en 2 secondes. Toi, tu es Daniel Haguet, avec un H. Avec un H. A-G-U-E-T. Voilà. De toute façon, on mettra ton profil LinkedIn, tous tes réseaux sociaux tout à l'heure, à la fin en commentaire. Tu es professeur de finance à l'EDEC Business School, qui est une des très bonnes écoles de commerce en France. Quatrième France et dans les 15 premières européennes. Voilà, donc pas dégueu. Et tu es docteur aussi. J'aurais pu t'appeler docteur d'ailleurs. Alors oui, puisque en fait, le problème en France, c'est que le doctorat est pas particulièrement reconnu, contrairement aux Allemands, par exemple, qui ont sur leur passeport, il y a marqué doctor. Alors j'ai effectivement un doctorat que j'ai effectué sur le thème dont on va parler, qui est le thème dit de la finance comportementale. J'ai une maîtrise d'économie, un 3e cycle en finance et donc un doctorat en gestion, spécialité finance comportementale. Je peux t'appeler docteur, hein, si tu veux, mais ce qui compte, c'est que Le nom Daniel me paraît amplement suffisant. On me l'a fait comme ça en Allemagne, en effet, il y a quelques années, où une directrice marketing d'une grande marque automobile asiatique sur l'Europe, elle me disait, je lui dis bonjour madame, elle me dit non, docteur. Là, Oui, aux États-Unis, c'est très fort aussi, ouais. et c'est des trucs importants. L'université française, en fait, n'a pas réussi à gagner cette bataille-là et à donner l'image qu'elle devrait au titre de docteur. C'est un peu dommage. D'accord. Docteur. Du coup, on va parler de finance comportementale. Tu en as touché un mot, un tout petit mot tout à l'heure. Toi, tu es basé à Nice, donc à l'EDEC. Pour recontextualiser un peu tout ça, donc on parle de comportement autour de la finance. Et il y a plein de trucs passionnants là-dessus, plein de biais notamment dont on va parler. Je me régale à l'idée de ce qu'on va dire, mais est-ce que tu peux me redéfinir simplement, parce que je suis pas très intelligent, ce que c'est la finance comportementale, s'il te plaît, Daniel? Alors, globalement, en fait, pour tout comprendre, il faut revenir dans les années 70, où on a tout un tas de mouvements divers et variés. Alors, je cite souvent la musique psychédélique d'un côté, la mini-jupe. Et puis, on a eu 2 chercheurs américains, c'est Daniel Kahneman et Amos Tversky. Donc Kahneman est assez connu, il a eu le prix Nobel d'économie en 2000. Tversky est décédé dans les années 90.
Davis. Et donc ces deux chercheurs américains ont commencé à travailler, alors pas obligatoirement sur la finance, mais sur la théorie de la décision des individus. C'est-à-dire comment les individus prenaient des décisions, alors entre autres dans un contexte financier. Et ils ont travaillé en faisant des expériences sur leurs étudiants de MBA à l'époque. Et en fait, l'objectif final était d'apporter une contradiction à ce qui était à l'époque l'hypothèse fondamentale de la théorie économique et de la théorie financière, à savoir que l'être humain est d'office considéré comme rationnel. Et D'accord. donc, Kahneman et Tversky ont cherché à démontrer un certain nombre de biais, par exemple, ou de comportements non rationnels. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que les individus se baladent avec un entonnoir sur la tête ou qu'ils se prennent tous pour Napoléon, hein. Ça veut dire non rationnel, ça veut dire que parfois, on a la partie, on va dire, émotionnelle qui surpasse ou qui prend de vitesse la partie de raisonnement traditionnel qui aboutit à une décision logique. D'accord. Et C'est donc, d'ailleurs ce que beaucoup voient comme une des choses qui est, enfin, une part presque aussi donc non rationnelle, mais donc aussi instinctive, euh, que n'aura a priori, je dis a priori parce on est toujours surpris, jamais la machine, notamment. oui, alors c'est ce qui alors On va rentrer dans la bien plus prospective tard, là voilà, déjà. Ouais. bien plus tard, c'est ce qui fonde chez les financiers les algorithmes et la gestion quantitative, où on explique que puisque on fait prendre des décisions d'investissement, de choix de portefeuille par un robot, par un algorithme, évidemment, on se débarrasse des biais émotionnels. Ouais. Donc en fait, Kahneman a sorti il y a quelques années un best-seller qui s'appelle Système 1, Système 2, et globalement, il explique que, moi je prends souvent cette allusion-là en cours, mais les gens comprennent de moins en moins, mais l'allusion c'est Monsieur Spock, qui était un des personnages de la série classique Star Trek. Ouais. Et donc pour ceux qui s'en souviennent, Monsieur Spock a une double, il a son père qui était Vulcain et sa mère qui était humaine. Les Vulcains ont un raisonnement et fonctionnent sur la logique pure, et donc les humains sur l'émotionnel. Et donc Spock est à mi-chemin entre les deux, et il doit chaque fois affronter les écarts et les contradictions entre sa partie purement logique et sa partie émotionnelle. Ben, l'être humain est un peu comme ça, et donc il y a, selon Kahneman, il y a deux systèmes, il y a un système 1, système 2, l'un est logique, l'autre est rationnel, et donc si on doit prendre des décisions rapidement, très souvent, en fait, la partie logique est prise de vitesse, et c'est la partie émotionnelle qui va décider. C'est-à-dire que, par exemple, on va regarder 3 informations et on va en tirer des conclusions. Par exemple, je sais pas, lorsqu'on jette plusieurs fois une pièce, donc on a 2 choix, on a pile ou face, et chacun de ces tirages est totalement indépendant. Donc c'est pas parce qu'on a eu 3 fois face qu'on va avoir pile. Hmm. Chaque tirage est complètement aléatoire, chaque tirage est complètement indépendant. Et en fait, on a tendance à mettre des lois des séries là où il y en a pas, là où les phénomènes en fait sont purement aléatoires. C'est-à-dire qu'on pense qu'un joueur de tennis qui a fait 3 aces dans la foulée en fera pas un quatrième. En revanche, on se rapproche inexorablement de la fois où on va faire pile. Oui, alors si on fait tendre vers l'infini, oui. Effectivement, ça c'est le systématisme. Ouais. Maintenant, l'idée de dire, puisqu'on a fait 3 fois pile, Oui, on bien doit à sûr. tout prix avoir face, est une aberration, parce que ça laisse supposer que les 3 tirages pile sont liés les uns avec les autres, Oui, oui, tout à fait. mais ils sont complètement en fait aléatoires et complètement indépendants les uns des autres. Ça, c'est typiquement de l'émotionnel, et c'est typiquement essayer de recréer en fait en anglais on dit un pattern, c'est-à-dire d'essayer de recréer en fait une tendance qui n'existe pas, qui est complètement aléatoire. Et c'est en fait toute la difficulté, en effet. Alors, on va venir du coup sur la partie finance de ce volet de decision making, du comportement. Euh, c'est qu'il y a quand même toute une partie de la finance, on va dire, professionnelle, de haute volée, du trading, qui est finalement, j'allais dire, orienté, dirigé, je sais pas, exécuté. En tout cas, euh, les acteurs de ces marchés sont des polytechniciens, centraliens, beaucoup de gens qui sont très, 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 très forts en maths, avec un système très rationnel. Je sais pas si c'est le système 1 ou le système 2, mais l'un des deux, en tout cas, plus proche. Ils tendent plutôt de ce côté-là. Alors que, en fait, de temps en temps, les marchés le sont
ne le sont pas du tout, quoi. Alors les marchés peuvent avoir parfois des Je dis les réactions. marchés, mais je veux dire, pardon, la finance ou certains aspects de la finance ou certains univers, je sais pas après, si c'est le bitcoin, l'or ou différentes choses, pardon, mais quand je dis les marchés, je voulais pas dire uniquement les marchés, financiers, mais la finance personnelle, quoi. Alors, il y a sur les marchés financiers, en fait, alors, en gros, la finance comportementale, il y a 2 grandes branches. Il y a une première branche qui est l'étude du comportement, c'est pour ça que ça s'appelle behavioral et comportemental, qui est donc l'étude du comportement et de la psychologie de l'être humain appliquée à des décisions financières, que ce OK. soit des décisions de chefs d'entreprise, des décisions de directeurs financiers, des décisions de traders ou de gérants de portefeuille. Et il y a une deuxième branche qui travaille à un niveau un peu plus large, qui est l'analyse dite de l'efficience des marchés. C'est-à-dire, est-ce que les marchés réagissent de manière immédiate et en conformité avec l'information qu'ils reçoivent ou pas? Ou est-ce qu'ils ont tendance à réagir de manière, comme on dit traditionnellement, exubérante? D'accord. Donc il y a ces 2 branches-là et il y a des grands débats sur un domaine comme à l'autre. Maintenant, les grands marchés financiers, on va dire des pays occidentaux, États-Unis, Europe et cetera, ont plutôt tendance à réagir de manière, proportionnée et cohérente avec les informations. Ce qu'on a vu par exemple en février dernier avec l'affaire du Covid et tout ce qu'il y a de plus rationnel, c'est-à-dire que compte tenu de l'épidémie, les espérances de croissance des entreprises, de bénéfices futurs des entreprises étaient diminuées, donc les marchés ont baissé. Ouais. Ça, c'est un comportement parfaitement rationnel. On a un exemple aussi, alors qui Et ils est assez, repartent à la hausse de big time depuis mais et pour les mêmes raisons. pour les mêmes raisons, mais beaucoup parlent de bulles quand même en disant, en fait, on rentre quand même dans un alors on va peut-être pas rentrer dans ces détails parce que, c'est peut-être pas le sujet du jour, mais, on a l'impression que c'est quand même partiellement irrationnel. Il peut y avoir des mouvements d'exagération à la hausse comme à la baisse. Ça a été par exemple travaillé par un chercheur qui s'appelle Thaler, qui est le prix Nobel d'économie il y a quelques années. Ouais. Et donc les notions d'exagération dans un sens et comme dans l'autre sont parfaitement analysées par la théorie financière. C'est des choses qu'on connaît, qui sont effectivement vraies. On peut avoir des surréactions à certains événements et puis se dire que puisqu'on a surréagi, ben on va faire attention, donc on va sous-réagir. Donc il peut y avoir des fois des mouvements comme ça. Mais il y a un truc moi qui me paraît intéressant que je cite assez souvent. C'est il y a plusieurs années lors d'une Coupe du Monde de football, l'équipe de foot française, l'équipe nationale française jouait, je crois, contre l'Argentine. Et si je me souviens bien, c'est Thierry Henry qui a pris un carton rouge, je crois, et qu'on a sorti du terrain. Et dans la seconde près, l'action de TF1 a chuté. Évidemment, les matchs étaient retransmis sur TF1 en France. Donc Thierry Henry sorti, l'équipe de France perdait ses chances d'être un peu plus présente dans la Coupe du Monde. Si l'équipe de France était moins présente dans la Coupe du Monde, ben, les gens regarderaient moins TF1. Si on regarde moins TF1, les contrats pubs vont valoir moins. Donc le cours de TF1 baisse. OK. Et donc ça c'est un phénomène que je considère être un exemple type de rationalité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les espérances de rentabilité, de bénéfices de TF1 diminuent parce que c'est quand même un énorme contrat et pour eux c'est quand même quelque chose de très important que de retransmettre la Coupe du Monde de football. S'il n'y a plus l'équipe de France, évidemment que l'audimat ne sera pas le même. Et les marchés ont immédiatement réagi, ont fait chuter le cours de l'action TF1. Donc c'est un exemple type de réaction à un événement totalement aléatoire, parce que personne peut imaginer, anticiper qu'un joueur se fera sortir du terrain, et qui est typique de rationalité. Après, oui, on a des événements où il peut y avoir des mouvements un peu émotionnels qui déclenchent des surréactions d'un côté ou des sous-réactions de l'autre côté. OK. Si je reviens, c'est très intéressant ces exemples. Si je reviens sur hem, la finance comportementale, on parle souvent de biais cognitifs. Hem, donc ce sont des biais de comportement qui sont souvent analysés. Est-ce que tu peux,
Enfin, j'en ai quelques-uns en tête. Moi, j'en ai découvert certains assez récemment que je trouve vraiment passionnants, notamment l'ancrage, le cadrage. Mmh. Mais est-ce que tu peux nous dire quels sont les comportements Alors typiques d'investisseurs, notamment quand on démarre, par exemple? il y a ces fameux biais cognitifs qui sont une partie, hein, de la finance comportementale et qui se rapprochent plus alors à la première branche qui est la notion de prise de décision et théorie de la décision. Ouais. En général, c'est le traitement de l'information. C'est-à-dire que, l'individu ne perçoit pas totalement l'information ou, par exemple, va percevoir l'information de manière positive et éliminer les informations négatives. Alors il y a un exemple qui est très connu, mais alors pas en finance, mais en marketing, qui est l'exemple de bon, il y a 2 marques de voitures allemandes, assez célèbres, hein, une qui a 3 lettres, qui commence par un B et l'autre qui est plus long, qui est un prénom féminin espagnol Espagnol, qui voilà, commence ouais. par un M. Et on sait très bien que, celui qui a acheté une voiture de l'une des marques va regarder plus souvent les pubs de cette marque pour se conforter sur son choix et va tourner physiquement la tête pour ne pas voir les pubs de l'autre marque qui pourraient le contredire dans son choix. Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est quelque chose qui est assez connu dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'on prend les informations qui vont nous conforter dans notre décision et qu'on va éliminer les informations qui pourraient nous contredire dans notre décision. Ça, c'est un premier truc. Par exemple, ça peut, alors quelqu'un qui gère un portefeuille d'actions, ça peut être je regarde les bonnes nouvelles pour les titres que j'ai achetés et puis je regarde pas les nouvelles qui pourraient me faire laisser supposer que j'ai mal choisi le titre Hmm. que j'ai acheté. On a un deuxième biais qui est connu, qui est l'aversion à la perte. Ouais. C'est-à-dire que les individus, alors ça aussi, Très connu, ouais. c'est assez classique. On sait par exemple que lorsque les individus sont en situation gagnante, ils ont tendance à limiter la prise de risque. Lorsqu'ils sont en situation perdante, ils ont tendance à rechercher le risque. Alors exemple type, c'est les casinos. Le type qui est au casino, quand il gagne, il rejoue une fois, 2 fois et après il s'arrête. Il va boire un verre. En revanche, plus il perd, plus il joue. Hmm. Donc il y a ce qu'on considère être une asymétrie dans le comportement face au risque, selon qu'on soit gagnant ou selon qu'on soit perdant. Et donc l'aversion à la perte, c'est un autre truc, c'est que l'individu en fait a du mal à supporter, on va dire, les variations négatives. Exemple type, un étudiant ou un élève qu'on note à un examen, traditionnellement en France, la moyenne est à 10. Bah, le type qui a 2 points au-dessus de la moyenne, c'est-à-dire qui a 12 par rapport à 10, il est moyennement content, mais ça va pas non plus, il va pas déboucher une bouteille de champagne. Le type qui a 2 points en dessous de la moyenne va beaucoup plus souffrir Hmm. que celui qui a 2 points au-dessus ne va être content. Ouais, il vaut mieux pas que ce soit mon fils. Voilà. Et mais en effet, ce biais que tu décrivais juste avant, comme l'aversion à la perte, je le vois. Alors, je te racontais en préparant cet échange, Daniel, que moi, je fais partie. Alors, j'ai été trader, pas trader, non, professionnel du tout. Hein. J'ai été, pardon, boursicoteur, j'aime pas ce terme, je sais pas. En tout cas, j'étais sur les marchés jusqu'à il y a 10-15 ans. Et puis, à un moment, j'ai arrêté avant la crise financière quand même. Je me Ah, suis pas pris un gros mur, j'avais ah, arrêté avant. Euh, ça c'est de l'instinct. et ouais, oui, et pourtant, j'avais notamment un des gros tracteurs de tu vois, de mon portefeuille qui était une action qui s'appelle Orpea. Je connais. Des maisons de retraite. Mmh. Et je pense que je l'aurais gardé, je serais très très bien, hein, pour le coup. Et tu vois, je l'aurais gardé sur le long terme, je serais très bien. J'aurais peut-être en revanche coupé pendant les subprimes. En tout cas, il se trouve que je fais partie de cette nouvelle vague, cette déferlante des Covid traders. Donc moi, je suis re-rentré sur les marchés. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, où j'ai découvert je crois que c'est le sponsor de cet épisode, mais en l'occurrence, les nouvelles plateformes de trading que je trouve assez incroyables. Et en fait, depuis, je fais que gagner. J'exagère un peu, il y a eu un petit moment un peu dur, mais voilà. Alors là, il se trouve qu'il y a 1 ou 2 jours où c'est pas terrible, mais en plus, bon, je suis pas mal sur des cryptos qui ont quand même une forte volatilité. Enfin, ça doit être un quart de mon portefeuille, donc c'est pas mal, oui.
je viens à là où je voulais en venir, c'est que j'arrive à un statut où en fait, j'ai tellement je vais pas exagérer non plus, mais si je dois être à plus de 20 de gain, 25 de gain ou quelque chose comme ça, que je me dis en fait, là, je te parlais de bulle tout à l'heure, on est dans une situation de bulle et j'ose plus rentrer. C'est-à-dire que ma stratégie, elle était assez simple après, 1 an d'épisodes de la martingale. C'était de me dire: «Je rentre petit à petit», je mets, je sais pas, chacun verra midi à sa porte, mais 1 000, 5 000 ou mais quelques centaines de milliers, non, de quelques centaines d'euros, par mois. En tout cas, je rentre avec un montant, similaire tous les mois et j'investis sur, les actions qui me plaisent. Éventuellement, j'en rajoute une ou deux, une fois de temps en temps, où je vais suivre un trader, qui a un bon portefeuille. Et là, j'ose plus parce que je me dis, c'est trop monté et donc ça va redescendre, mais pour autant, j'ose pas revendre, quoi. J'ai un TOC là, c'est connu ce que je te raconte ou pas? Bah, alors ça c'est très connu et ça peut en fait se retrouver dans un biais, enfin, alors c'est pas exactement un biais en fait. C'est un comportement qui a été fortement documenté, qui s'appelle l'effet de disposition et qui signifie que traditionnellement les individus, lorsque, il faut, pour des besoins de liquidité, qu'il faut vendre des titres, en fait, ils vont garder les titres sur lesquels ils sont perdants et ils Ah, vont peu à peu liquider les titres sur lesquels ils sont gagnants. C'est-à-dire que, on a eu un travail là-dessus dans les fins des années 90 aux États-Unis, par un chercheur qui s'appelle Odin, Terence Odin, et qui a étudié des vraies, de vraies opérations, de vrais gens aux États-Unis, c'est-à-dire les opérations d'un broker en ligne. En fait, il ouais. fait communiquer les transactions, le fichier des transactions anonymes évidemment d'une série de séries de clients d'un broker en ligne. Donc c'était vraiment des clients particuliers, hein. Et en fait, il s'est rendu compte de ça. Il s'est rendu compte que les individus, en fait, quand ils avaient du gagnant d'un côté et du perdant de l'autre, ils avaient tendance à liquider peu à peu tout ce qui était gagnant et ne garder que ce qui était perdant parce qu'ils s'imaginaient que ça allait reprendre. Et peu à peu, ils avaient de moins en moins de titres gagnants et de plus en plus de titres perdants. Et donc, au fil du temps, le portefeuille finit par perdre fortement comparé en fait au marché américain traditionnel. Et Odin avait chiffré ça à une perte relative par rapport au marché de 3% en moyenne pour un an. C'est-à-dire que le simple fait que les individus gèrent leur portefeuille, jouent leur portefeuille, conduisait à ce biais-là et conduisait globalement, c'est-à-dire que si les mecs géraient eux-mêmes, ils arrivaient en moyenne à du -3 par rapport au marché. Et donc la suggestion qui est faite, c'est bah, ne gérez pas vous-même votre portefeuille et suivez simplement le marché en achetant des fonds indiciels ou les fameux trackers. Ouais, ce qu'on te dit en effet, oui, ça, les fameux trackers, donc fonds indiciels, c'est que tu vas te dire, je prends un indice justement comme le Je CAC suis 40 l'indice. ou Voilà. ou peu importe, il y en a plein et puis, voilà, mais quand tu gères toi-même, tu as une tendance à faire, n'importe quoi et les professionnels le font pas eux-mêmes? Alors l'effet de disposition, on l'a, alors il y a des tonnes de papier là-dessus. On l'a identifié aussi chez des traders professionnels. Alors c'est un peu plus difficile d'avoir des données, c'est-à-dire qu'évidemment que les salles de marché ne vont pas donner à un chercheur toutes les transactions qui sont faites par leurs traders pour qu'on puisse faire un vrai travail là-dessus. Donc on n'a pas énormément de papier là-dessus, mais on en a qui identifient à un moindre niveau ce comportement dit effet de disposition sur des traders professionnels. Il est moindre, mais il existe et on l'a trouvé aussi chez des gérants de SICAV, enfin, ce qu'on appelle les mutual funds aux États-Unis, et on l'a trouvé aussi chez des gérants professionnels de portefeuille. Et ça, c'est plus ou moins lié aussi à la version à la perte, c'est-à-dire que l'individu ne veut pas subir la douleur de vendre un titre à perte, et puis il a une espèce de croyance dans le fait qu'un jour ou l'autre, ça va remonter. Ouais. Et donc pour ces deux raisons-là, il garde les titres perdants, et puis si par hasard il a besoin de liquidité, bah, il se débarrasse des titres gagnants. C'est hyper intéressant parce que je vois ça décrit quand même un peu mon portefeuille, quoi. Là, je vois, tu vois, du Alibaba, qui est un peu enfin, un peu pas mal descendu, ces derniers temps et en fait, j'ai réinvesti plus sur Alibaba que sur les autres en me disant, «Ça finira par remonter». Alors que Ah, on a du coup, tu tendance, ouais, c'est un truc assez classique, ça a été fortement identifié. Alors
très souvent, un petit peu de formation, un petit peu d'éducation arrive à réduire un peu ce comportement, mais personnellement, j'ai tendance à croire que l'aversion à la perte, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'individu, qui se retrouve dans tout un tas de comportements, et que finalement, on a tous cette espèce d'asymétrie de ne pas de subir la douleur d'une perte et de pas toujours avoir le plaisir d'un gain. C'est Pour c'est une très, variation quantique. c'est un très, un biais alors sur un autre, univers, pas sur ce podcast, j'en parlerai généralement, mais sur les entrepreneurs, c'est la difficulté, de clôturer, Mmh, bien sûr. nous, on a clôturé une entreprise, il y a un peu plus d'un an, alors qu'on avait plutôt tendance à les vendre, hein, généralement nos boîtes et bien les vendre et ben là, on en a fermé une en se disant: «Ouh là là là, celle-là, elle va nous embarquer dans un truc» et ça a été très dur comme décision. Oui, non, mais les décisions de se couper un bras c'est une décision extrêmement, extrêmement difficile. C'est peut-être ce qui distingue l'animal de l'être humain, d'ailleurs. Hem Là, on parle pas mal de finances et de marché finalement. C'est moi qui vais là-dessus, mais si je prends un peu de recul et que je vais plus largement sur, mes investissements, en tant que tu vois, en finances personnelles, donc il va y avoir de l'immobilier, il va y avoir, pas mal de choses. J'ai plein de questions autour de ça, notamment, sur, est-ce qu'il y a des biais aussi là-dessus? Est-ce qu'il y a une tendance? J'ai l'impression qu'en France, on a une grosse tendance à faire de l'immobilier parce que c'est de la pierre et voilà. Est-ce que c'est des choses qui sont, analysées déjà? Alors, sur le choix entre les différentes classes d'actifs, déjà, il faut pas oublier une chose, c'est que beaucoup des travaux scientifiques en finance qui existent et entre autres en finance comportementale, sont des travaux faits aux États-Unis. Et donc le comportement finance personnelle des Américains peut être différent dans certains cas, de celui des Français. Et donc les Américains, évidemment, ont plus tendance à étudier des comportements qui leur sont naturels, comme par exemple les problématiques de préparation de la retraite, qui sont chez nous un peu moins naturels. C'est-à-dire que nous, on a vécu pendant très longtemps sur l'idée que l'État prenait en charge notre retraite, alors que un jeune Américain, il est éduqué dans l'idée que s'il cotise pas pour sa retraite, ça sera Walou. Et donc il y a beaucoup de travaux en fait aux États-Unis sur la préparation de la retraite qui reposent aussi sur des conclusions de la finance comportementale. Alors un des travaux qui me paraît le plus intéressant, c'est ce qu'on appelle les options par défaut. C'est-à-dire que en fait, on sait que c'est de la psychologie de base, hein, qu'il est toujours beaucoup plus difficile de dire non que de dire oui. Ouais. Et donc, ce que font beaucoup de plans d'épargne américains, de plans d'épargne retraite américains, dans les entreprises, c'est qu'on inscrit d'office les individus à un plan d'épargne retraite, et donc on met en place automatiquement un système de cotisation, alors un pourcentage assez faible, mais on les inscrit d'office, on met un pourcentage de cotisation d'office, on leur met un support d'investissement d'office, et on leur donne la possibilité de dire non. Et donc, si le type dit non, bah, il en sort. Le S'il fear of dit pas missing non, out, c'est il un peu il est ça. il cotise à l'insu de son plein gré, comme dirait l'autre. Et donc, ça développe énormément dans les plans d'épargne célèbres aux États-Unis, qu'on appelle les fameux 401(k), utilisent beaucoup ce système, c'est-à-dire qu'on inscrit les salariés d'une entreprise d'office, et puis on leur donne le droit, et s'ils le souhaitent, d'exprimer le non. Et comme en fait c'est extrêmement difficile d'exprimer une réponse négative, toi c'est plus difficile qu'une réponse positive, très souvent les gens se laissent embarquer dans le plan, cotisent un petit pourcentage, vont directement sur un support d'investissement par défaut. Et donc c'est un développement de l'épargne retraite aux États-Unis qui repose sur des travaux académiques fondés, très 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 validés, qui sont des travaux en finance comportementale. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a peu en France, par exemple, parce qu'on a moins ces plans par capitalisation que aux États-Unis. Quand je t'écoute, en fait, au début, je me disais, finalement, les biais cognitifs il faut comprendre et connaître tout ça pour se connaître soi-même, puisque finalement, j'ai l'impression que ce sont quand même des lieux communs qu'on peut souvent éviter. Et en disant ça, qu'on peut éviter, tu vois, je me disais, il faut absolument que je réfléchisse. Tu vas me dire ce qu'il faut lire, s'il y a des choses simples à lire, en tout cas, des basiques. Mais
en fait, en t'écoutant, je me dis qu'il y en a certains peut-être à ne pas éviter parce que ils doivent pas être tous mauvais. Tu vois ce que je Ah veux non! dire? Il y a en fait, il y a là, je vais te donner un exemple. Moi, je rentre dans j'investis dans une start-up là, c'est des petits tickets, mais en seed, donc je crois que j'en ai déjà parlé ici, hein, mais donc c'est vraiment le tout premier tour de table, voilà. Et en fait, quand je vois, j'hésite, je lis le truc, je me dis: «C'est quand même bien leur truc et cetera, ça me plaît, l'équipe est super bonne, ils ont déjà vendu 1 ou 2 boîtes, ils sont machin, super, bon». Et puis le trigger, le moment où j'ai basculé, c'est quand on m'a dit: «Ah bah tiens, il y a un tel et un tel et une telle qui sont dedans». Enfin qui vont rentrer. Et là, en fait, tu vois, tu es dans un vrai, un effet moutonnier, et aussi un doublé d'un ce qu'on appelle le FOMO, qui est en fait donc j'imagine un biais cognitif, le fear of missing out, c'est ça, hein? Donc c'est ce que je te décris une fois de plus, c'est j'imagine assez naturel, mais à un moment, en fait, même si c'est j'imagine quelque chose d'identifié, c'est quand même quelque chose qui valorise aussi, la société et l'investissement, le fait qu'un tel et un tel y aillent de manière pas totalement rationnelle, quoi. Oui, alors effectivement, les comportements que je citais, en fait, ce qu'on appelle les options par défaut utilisées en épargne retraite. Alors c'est un grand débat, en fait, aux États-Unis entre les libéraux, on va dire purs, c'est-à-dire que les gens qui pensent que l'individu doit prendre ses décisions de manière totalement individuelle et tout seul, et ceux qui sont favorables, c'était le cas de ce prix Nobel d'économie que je citais, qui était Richard Thaler, à ce qu'il appelle alors en anglais enfin en français ça donne le paternalisme libertaire, c'est-à-dire que en fait on s'occupe quand même des gens, on leur laisse la liberté, mais enfin on les aide un peu. Et Thaler avait écrit un bouquin qui était un best-seller aussi, qui s'appelle Nudge. Et un nudge en anglais, c'est un coup de pouce. Ouais. Et donc, c'est des moyens d'inciter les gens, sans trop les forcer, d'inciter les gens à faire quelque chose. Et donc, dans le cas de l'épargne retraite, ça part normalement sur une idée qui est défendable, qui est puisqu'aux États-Unis, ils ont une faible retraite obligatoire par répartition, c'est d'aider les citoyens américains à se constituer par eux-mêmes une retraite. Et comme ils n'y pensent pas eux obligatoirement, ben on les aide un peu et on les pousse un peu. Donc c'est un vrai débat, c'est un vrai débat philosophique entre ceux qui sont les tenants, on va dire, d'un libéralisme individuel pur et dur, et ceux qui pensent que il peut quand même y avoir quelques accommodements avec le Seigneur. Et pour continuer dans cette question, est-ce que la finance comportementale, la psychologie même, peut nous aider à mieux investir? Bah, elle peut aider à éviter. Alors, je pense qu'il faut être clair là-dessus. La finance comportementale ou le behavioral finance n'est pas, pour reprendre le thème de l'émission, hein, une martingale pour gagner à tous les coups en matière d'investissement. Par exemple, on sait qu'il y a des fonds d'investissement qui existent, il y a des SICAV qui s'autoproclament suivant des principes de finance comportementale. On a quelques travaux là-dessus. Par exemple, concrètement, je sais pas, Alors, il y a une alors société. moi j'ai un exemple quand j'avais entendu que je trouve terrible, affreux d'ailleurs, hein, mais qui était, j'investis est-ce que ça pardon, je t'ai coupé, mais est-ce que ça en fait partie? Est-ce que le fait de dire: «Je n'investis que dans des, je donne par défaut à des diplômés de Harvard qui montent un business, 150 000 pour, 15 d'equity ou de 20 est-ce que c'est du comportemental ça ou Non, c'est du marketing. c'est du marketing? OK. Non, Non, parce que tu c'est pourrais enfin, te dire en fait, heu, qu'on leur donne parce qu'on considère qu'ils ont oui, on plus de considère que ouais, puisqu'ils sont d'Harvard, ouais, ouais. ça va obligatoirement marcher. Ce qui est d'ailleurs mais ça, ce serait plutôt rationnel. Ça serait de dire: «Je pense qu'un diplômé d'Harvard, statistiquement, il a plus de chances de réussir qu'un diplômé d'une université moins prestigieuse, aux États-Unis». Ce qui d'ailleurs devrait pouvoir se tenir. Il y avait eu un travail sur les gérants de portefeuille aux États-Unis, et on s'apercevait qu'il y avait une corrélation entre la qualité de l'université dont ils étaient diplômés et leur performance financière. Mmh. Et les chercheurs en déduisaient que c'était pas tellement que l'université en question leur avait donné une tellement bonne formation, c'est qu'en fait ils avaient acquis un réseau. Le type qui fait un MBA à Harvard, par exemple, ou à Yale, va avoir comme copains de promo des directeurs généraux de grandes Ouais. entreprises, des directeurs financiers, et donc il va avoir une capacité d'information et de réseau
que celui qui est diplômé de l'université d'État d'Oklahoma, pas obligatoirement. Il y a aussi la sélection à l'entrée, évidemment. Alors, je reviens sur ma question, pardon, parce que c'est moi qui t'ai proposé un mauvais exemple, mais dans quelle mesure tu me disais, c'est pas une manière de prendre des meilleures décisions, c'est peut-être une Alors, manière. Pardon. c'est Ouais. pas une manière de gérer un portefeuille de manière optimale. C'est-à-dire que les techniques de gestion qui se prétendent tirées du behavioral finance, de la finance comportementale, sont très souvent ce qu'on appelle dans le métier du chartisme ou de l'analyse technique, Ouais. sachant que ce domaine qui peut exister, c'est son droit, mais n'a jamais été fondé sur des travaux et sur des résultats de recherche pertinents de finances comportementales, c'est-à-dire un type comme Thaler, des types comme Kahneman, des types comme Sheffrin ou Statman n'ont jamais écrit de papier à la gloire de l'analyse technique. Donc, faut bien distinguer les deux. Je pense que bien connaître la psychologie de l'épargnant, la psychologie de l'investisseur est un moyen d'éviter un certain nombre d'erreurs. Le biais de disposition, par exemple, en est un. Et c'est ce qui peut, par exemple, justifier dans certains cas. Tu sais que dans certains contrats d'assurance vie, tu as des systèmes qu'on appelle des stop-loss qui vendent Ouais. automatiquement quand le marché baisse. Ouais. C'est un moyen d'éviter le problème de l'effet de disposition, c'est-à-dire que c'est pas toi qui prends la décision si le marché baisse de manière trop importante, automatiquement l'ordinateur va te céder tes unités de compte. Ça permet quand même, par exemple, de se mettre à l'abri lorsqu'il y a des mouvements importants. C'est pas utilisé dans tous les cas, c'est pas systématiquement quelque chose qui est profitable, mais c'est un moyen de couper le fameux effet de disposition. Donc, je pense que savoir comment se comporte l'individu est toujours une aide importante. Maintenant, c'est pas un moyen, en claquant des doigts, de gagner 20% dans la journée. Voilà, faut bien distinguer les choses. C'est quelque chose qui, à mon avis, qu'il est important de connaître, de faire savoir, et sur lequel il y a une éducation à effectuer. Ça me paraît absolument nécessaire. Maintenant, il ne faut pas en déduire que ça permet, dans tous les cas, de mettre en place des stratégies, des techniques de trading. Ça n'a strictement rien à voir. Très bien. Est-ce qu'il y a des objets, des domaines sur lesquels notre comportement d'investisseur est potentiellement différent? J'ai reçu sur la martingale pas mal de, d'acteurs d'univers comme le vin, peut-être les montres, des objets de luxe, des voitures ou de l'art. Euh, et alors, ça m'a fait vraiment réaliser pas mal de choses. Je repense justement à l'art, tu vois, et on échangeait sur le fait que finalement, euh, souvent les artistes qui montent fortement à un moment correspondent à une génération qui accède au même moment, plus ou moins, à une partie de richesse. Donc, quand tu as 20 ou 25 ans, de toute façon, à part si tu es né riche, tu n'as pas beaucoup de moyens et d'argent. Donc, tu vas pas acheter d'œuvres d'art. Puis, tu as d'autres priorités à acheter, peut-être ton appartement et d'autres choses. Mais quand tu arrives à 40, 45, 50 ans, tu arrives à un niveau de richesse qui te permet potentiellement à une partie de la population d'acheter ce genre de choses. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, moi, en ce qui me concerne, ça va être le retour vers les années 80-90 avec des artistes qui vont envoyer des trucs qui correspondent à ce qu'on a pu voir dans nos jeunesses, dans ce qu'on a aimé, dans nos dessins animés, enfin dans plein d'univers, dans le street art, dans plein de choses, et du coup qui définissent un peu nos générations, qui font que ces choses-là vont monter d'un coup. Voilà, ça c'est. Il y a un aspect naturellement émotionnel dans le marché de l'art. Ouais. Alors, mais c'est le fondement même, en fait, du marché de l'art, c'est de l'émotionnel. Ouais. C'est pour faire une parenthèse, on sait par exemple en marketing, on sait que pour n'importe quel bien de consommation, il y a une sensibilité négative entre le prix et le volume. C'est-à-dire que plus le prix augmente, moins tu vends. Ouais. Sauf pour un seul type d'objet, qui sont les objets de luxe. Ou pour la définition de l'objet de luxe, c'est que justement, tu as une sensibilité du volume au prix qui est positive, c'est-à-dire que plus le prix augmente, plus tu vends.
C'est comme ça qu'on définit les objets luxe. Et donc ça, c'est vraiment typiquement quelque chose où il y a un aspect, émotionnel, où il y a des effets de mode et où d'une certaine manière, on sort un peu du comportement rationnel classique. Donc oui, alors là, c'est de la psychologie intégrale. Maintenant, essayer de prévoir que un artiste, quel que soit son domaine, aura du succès ou pas, c'est complètement impossible. Oui. En revanche, se dire que telle entreprise, compte tenu de son produit, de son marché, de son équipe, a priori, elle va fonctionner, on a quand même un peu plus d'arguments. Donc là, le marché, s'il y a vraiment quelque chose qui est totalement émotionnel, c'est vraiment le marché de l'art, et c'est compliqué d'anticiper ce qui peut se passer. Alors, je connais pas de travaux spécifiques, hein, de finance comportementale appliqués au marché de l'art. Et sur les autres, mais c'est pareil. Donc on n'a pas forcément de domaine, je veux dire sur le vin, les montres, et cetera. Là, on est vraiment sur des choses qui sont plus, c'est un peu similaire, hein. C'est plus émotionnel finalement. Ah, on est complètement dans l'émotionnel. Là-dessus, il y a pas de, là-dessus, je pense qu'il y a pas de débat et je pense qu'on est complètement dans l'émotionnel. Je pense en revanche que sur les marchés financiers, pour ceux qui disent par exemple la bourse est un casino, c'est une erreur absolue. Moi, je rapprocherais plus, par exemple, des courses, c'est-à-dire que celui qui parie, qui connaît un peu les chevaux, les terrains, les types de compétition, le temps, etc., va parier sur un cheval avec des arguments plus ou moins objectif. Oui, Le et terrain et c'est c'est pareil pour une action. je l'ai découvert et je l'ai compris. Là, ça, alors à un moment où, figure-toi que, les gens vont se dire que je suis vraiment, j'ai acheté un cheval, avec des copains, à la sortie de l'école et on n'avait pas mis grand-chose, hein, et puis on en a eu un moment plusieurs. Il nous en reste un d'ailleurs là, mais et un cheval de course et en fait, le jour où j'ai compris l'accès aux données objectives et pas illégales, hein, c'est Ah juste oui, des données objectives, d'un certain nombre de choses. Alors, je pense que là-dessus, c'est border légal, mais je te donne un exemple très concret. Les chevaux de course, je ne suis pas un grand joueur, mais tu as le placé ou le gagnant. Donc tu vas dire: «Je joue, un cheval gagnant», ça veut dire, bah, faut mmh qu'il gagne et voilà. Ou je numéro un. joue placé Mmh. et placé, c'est numéro dans les 5 premiers, je crois, ou alors voilà. Et en fait, il y a des consignes qui sont données aux jockeys par les propriétaires dont on fait partie, qui sont de dire de temps en temps, heu: «Joue placé». Pourquoi on va dire joue placé? C'est qu'un cheval qui a perdu pas mal de fois d'affilée, qui s'est jamais placé et qui est en très bonne forme à un jour donné, on a besoin pour son track record, pour ses Pour remonter données sa cote. et voilà, remonter sa cote, on a besoin déjà de le placer et là, en l'occurrence, on parle en plus de chevaux de trot et dans le trot, si tu joues gagnant, tu as plus de risques que le cheval se mette à galoper, Et oui, et donc s'il galope, il est éliminé et donc du coup, si tu as l'information que le cheval, oui. va jouer, placé, et que tu le joues gagnant, tu es sûr de perdre. Parce Ah qu'il oui. un cheval que tu vas donner, dont l'instruction est joue placé, ne va jamais gagner. Heu, la problématique, c'est que sur des marchés, régulés autres, ça, c'est ce qu'on appelle du délit d'initié Ah oui, ou c'est de la manipulation, c'est de la ouais. manipulation de marché. Mais c'est typiquement de la manipulation de marché. Ça, expliquer à un collaborateur de l'AMF, ça le mettrait au plafond. C'est typiquement de la manipulation de marché. C'est un truc qui n'est pas possible sur un marché dit organisé et évidemment, régulé, parce que cette information-là devrait être publique, en fait. Voilà, donc en revanche, si tu la différence, elle se fait sur, entre le covid trader complètement bené et le trader professionnel. C'est, la lecture des je sais pas moi, des yearbooks là, des comptes rendus annuels, les participations au conf call avec les, différentes personnes. C'est comprendre exactement quelle boîte, comment et cetera. Oui, c'est ça. D'accord. Donc Et c'est en fait, c'est un vrai choix, on va dire objectif, mais ça veut pas dire que dans 100 des cas, le titre va monter, mais on a des raisons de l'acheter, on a des raisons de le vendre. Tout comme on a des raisons de jouer tel cheval dans telle circonstance et tel autre dans telle autre circonstance. Donc moi, l'idée bourse égale casino, mais pour moi est une aberration, et ça explique d'ailleurs en partie, pourquoi les Français ont tellement de mal à y aller. après, est-ce qu'il y a,
Parce que du coup, si je t'écoute, je me dis en fait, faut presque sortir de la bourse quand tu es amateur complètement. Est-ce que il y a pas moi j'essaie de jouer, j'ai appris ça aussi avec la martingale, mais comme je te le disais, alors je crois que c'est un nom, hein, mais le dollar cost averaging notamment, Oui, donc rentrer investissement régulier. l'investissement régulier, rentrer petit à petit, mais aussi sur des valeurs ou sur lesquelles je crois quand même pas mal sur le long terme. Et je me dis en fait, justement, je regarde pas les comptes rendus annuels, je regarde pas je participe pas aux conf call trimestriels ou mensuels, mais je me dis bon, finalement, je crois sur le long terme que tel et tel, je sais pas, le pétrole ou telle chose va aller dans ce sens-là, le nucléaire, l'éolien, les techs de telle ou telle chose, les biotech, je sais pas quoi, et je mise sur un certain nombre de boîtes ou sur un groupe de boîtes. Euh, Alors je vais faire relais un certain nombre de professionnels qui Allez, écoutent, faisons-le. qui écoutent, j'en suis certain, la martingale. Mais on a beaucoup de travaux et qui sont faits avec des techniques statistiques un peu évoluées. Alors, il faut bien distinguer deux choses. Bon, la personne qui a 25-30 ans, qui est dans une optique de préparation de la retraite et qui dit je prends, je sais pas, 10% de mon salaire tous les mois et j'investis ça. Ça, c'est une chose, c'est de l'investissement régulier tout à fait qui pose strictement aucune difficulté. En revanche, celui qui a reçu, pour faire simple, 12 000 euros d'un oncle d'Amérique et qui, au lieu d'investir d'un coup les 12 000, se dit je vais les investir à hauteur de 1 000 euros par mois pendant un an, en fait, il va s'avérer que il va être en totalité investi que pour la moitié de l'année. C'est-à-dire que une fois qu'on a investi en janvier ces premiers 1 000 euros, je fais quoi des 11 000 à côté? Il faut rien. Une fois qu'en février, on a investi le deuxième 1 000 euros, donc 2 000 euros, il reste 10 000, on fait quoi des 10 000? Et donc, Hmm. on a toute une partie de l'argent qui travaille pas pendant une partie de l'année. Et donc, si le titre qu'on suppose être performant va monter, mais il vaut peut-être mieux en mettre 12 000 d'un coup et prendre à fond en totalité la performance que de le faire régulièrement. Donc c'est une technique dont on a beaucoup de travaux là-dessus qui comparent avec ce qu'on appelle les simulations de Monte-Carlo, c'est-à-dire qu'on fait des milliers et des milliers de simulations différentes. On Ouais. s'aperçoit que l'investissement unique donne toujours une performance supérieure à l'investissement régulier. Simplement, l'investissement régulier donne l'impression de prendre moins de risques, d'une part, et donne l'impression de payer moins cher, parce que n'importe quelle vendeuse de fringues sait pertinemment qu'il vaut mieux vendre une jupe et une veste plutôt qu'un ensemble, plutôt qu'un tailleur. Il vaut mieux vendre une jupe à 30 et une veste à 40, ça donnera à la cliente l'impression de payer moins cher que d'acheter carrément une robe à 100. Donc il y a des effets psychologiques comme ça, c'est-à-dire que une somme découpée en plusieurs parties donnera l'impression, parce que en fait l'individu ne sait pas sommer, Hmm. et donc l'individu qui dépense 1 000 euros tous les mois pendant un an a pas l'impression de dépenser 12 000. Et Ouais. donc, c'est aussi un moyen de faire payer le client un peu plus cher parce qu'en fait, il paie des montants fractionnés et il n'a pas l'impression de payer la somme en totalité. Et en plus, c'est pas rentable. Alors, on arrive en fin d'épisode, j'aurais un million de questions là-dessus parce que je me dis en effet si euh, alors si le marché hausse évidemment, si Ah monte, ben, ouais, si ça baisse, mais si euh, ça baisse, on vend. ouais. Ouais. Oui, c'est ça C'est le aussi principe. simple que Moi, ça. je vends assez peu en fait, je sais pas vendre, mais Ben oui, mais oui, c'est c'est ça le problème. c'est C'est le problème. c'est un peu en fait, c'est un des gros problèmes, c'est qu'à certains moments, il faut se dire bon là, c'était un mauvais cheval, Hmm. je Ouais. dégage. Euh, Et tu as touché le mot de génération aussi tout à l'heure. Est-ce que la finance comportementale, est-ce que vous étudiez là-dessus, est-ce qu'il y a des différences en fonction des générations, ou est-ce que c'est une question d'âge, c'est-à-dire que quand tu es jeune, tu fais ça, et quand tu es plus vieux, tu fais ça, euh, ou est-ce que là, par exemple, on voit des nouveaux mouvements Alors générationnels? on sait pas, enfin, il y a un domaine qui a été énormément travaillé, qui est le domaine de l'aversion au risque, puisque lorsqu'on détermine l'aversion au risque d'un individu, ben, on peut lui proposer un portefeuille adapté.
Et ça, c'est la régulation, la législation européenne, hein, et le bon sens qui nous l'impose. Donc, on a beaucoup de travaux sur la version au risque et sur les différents facteurs de la version au risque. Alors, ça peut être les différences hommes-femmes. On sait par exemple que les hommes seraient normalement plus tolérants au risque et les femmes normalement un peu plus averses au risque. On ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas on le constate. On sait qu'on a des écarts d'aversion au risque en fonction de l'âge. Alors c'est pas linéaire. L'idée c'est pas que plus on est jeune, moins on est averse au risque, et plus on est vieux, plus on est averse au risque. C'est quelque chose qui est, semble-t-il, un peu plus différent, c'est-à-dire que globalement, de jeunes à vieux, on a une augmentation plutôt de la version au risque, et puis lorsqu'arrive arrive chez les seniors, on a une réaugmentation de la tolérance au risque. Donc Ah on a oui. des effets non linéaires. On sait que il peut y avoir des effets, par exemple, au sein d'un couple, que ça c'est toujours intéressant, mais si monsieur est averse au risque, le couple il peut être soit averse au risque, soit tolérant au risque. En revanche, si c'est madame qui est averse au risque, c'est le couple qui devient averse au risque. Donc on a des effets comme ça. On a étudié les relations, tiens, au sein d'un couple, et qu'est-ce qui se passait en fait en matière d'aversion ou pas au risque. On a des travaux selon qu'on est propriétaire, locataire, qu'on a des enfants, qu'on a déjà un patrimoine. On sait par exemple que les entrepreneurs ont tendance à avoir un patrimoine personnel beaucoup moins risqué que ce que normalement il devrait avoir, parce qu'en fait l'entrepreneur, par construction, son patrimoine professionnel est risqué, Ouais. et Du coup, donc tout il va ça. pas se rajouter une deuxième couche de risque avec son patrimoine perso. Et donc sur le perso, en général, les entrepreneurs sont assurance vie en euros, obligataires, etc., etc. Et c'est sur leur patrimoine professionnel que là se trouve la dose de risque. Je suis une tête brûlée, moi. Alors, du coup, je pense. OK. Non, c'est hyper intéressant ce que Voilà, tu dis. atypique. Hem, non, non, mais en fait, en vrai, je crois que je lisse quand même un peu tout ça, mais j'ai même lissé au niveau entrepreneuriat, donc j'essaie de pas mettre tous mes œufs dans le même panier en termes d'entreprise. Donc, non, c'est hyper intéressant. Ça, c'est le conseil de base. Ouais, 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 ouais. Mais c'est pas simple. Et puis en plus, c'est quelque chose qu'on fait pas jeune. C'est-à-dire que jeune, généralement, comme on n'a pas beaucoup d'œufs, Ah on n'a oui, pas beaucoup, on peut pas on peut pas mettre un œuf dans 12 paniers la boîte, différents. la boîte est en partie vide. Voilà. Mais en effet, si on arrive à démultiplier des tout petits œufs dans plein de paniers, c'est intéressant. Et je crois que c'est vraiment l'objectif d'ailleurs de la martingale. C'est de découvrir plein de paniers différents où mettre ses œufs petit à petit. Moi, je me régale à faire tout ça parce que derrière, j'essaye pas mal et j'ai beaucoup de remontées d'ailleurs de personnes qui essayent pas mal des services ou de personnes d'orientation que je vais recevoir sur la martingale. Bon, j'ai l'impression que on pourrait en parler pendant des heures, des heures, Oui, des heures, c'est des heures extrêmement et des heures. intéressant. Hem, alors, par où on commence, pour finir cet épisode? Oui. Non, par où on commence, si jamais une fois que j'ai écouté, Daniel Haguet, je me dis: «Attends, il faut que je me penche là-dessus, il faut que je comprenne les 3-4 comportements que encore une fois, tu dis, ce n'est pas une clé de réussite, mais je pense que c'est quand même se connaître Je qui va pense faire. que ça aide Voilà. beaucoup, oui. Donc qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je me renseigne? Est-ce qu'il y a, je sais pas moi, des MOOC, des livres à lire, Alors, des chaînes il y a YouTube? 2 bouquins qui sont des bouquins écrits par des académiques, mais grand public, en tout cas lisibles par le grand public, qui sont le livre de Daniel Kahneman que je citais, qui s'appelle Système 1, Système 2, qui est OK. traduit en français, hein, qui est plein d'anecdotes sur les débuts de Kahneman et de Tversky, leurs premiers travaux, les raisons pour lesquelles ils l'ont fait, comment, pourquoi. Et puis il y a l'autre de l'autre chercheur que j'ai cité, qui est Richard Thaler. Donc le bouquin s'appelle Nudge, il est aussi traduit en français. Il est un peu plus large parce qu'il traite de tout un tas. Ça va des questions d'épargne retraite à l'optimisation des pissotières. Donc c'est très très vaste comme J'adore.
sujet. OK. Mais ça traite aussi de la manière dont les travaux en finance comportementale peuvent aider les individus à mieux prendre leurs décisions. Donc pour moi, c'est les deux bouquins de référence. C'est écrit par des types tout à fait sérieux et tout à fait respectables, tous les deux prix Nobel d'économie, mais c'est pas technique du tout. Il n'y a pas de formule de maths, il n'y a pas de machin. Ça reste quand même très grand public et très fondé avec des exemples très concrets. Donc moi je dirais c'est pour ceux que ça intéresse, ces deux bouquins-là. Et puis une fois qu'on a lu ça, on a déjà pas mal de choses. OK. On va mettre les liens, donc dans les commentaires, et sur le site de lamartingale.io. Hem, tu es toi-même, j'aurais aimé rentrer dans plein de choses, hein, les bitcoins, l'IMO, un peu plus, justement, je t'ai posé des questions, mais on a déjà, je t'ai déjà pris bien assez de temps. Tu es toi-même investisseur, j'imagine? Tu as une martingale à toi? Tu as un petit, Moi je péché mignon, Moi, je suis plutôt assez traditionnel là-dessus. Moi, je suis plutôt joué sur la performance des actions sur le long terme. D'accord. C'est-à-dire, on sait qu'il y a une tendance à long terme des actions à monter. On sait que plus un portefeuille est large ou plus un indice est large, moins il est risqué. Et on sait aussi que il y a des supports qui coûtent pas cher et qui sont aussi performants que les autres, qui sont les fameux ETF. Donc moi, je suis un militant pro ETF parce que on voit en fait que les indices font mieux que les gérants dits actifs et surtout pour beaucoup moins cher. Et donc moi, je suis plutôt favorable comme je suis moi plutôt dans une optique d'épargne retraite. Moi, je suis plutôt favorable à un portefeuille sur un indice large type MSCI World, MSCI Europe, etc. Sous forme d'ETF et le garder sur le long terme parce que je pense qu'avec ça, on se constitue un capital sans la moindre difficulté. Alors on te demandera avec Jacques les terminologies exactes de ces, Alors, indices. oui, alors MSCI World, c'est un indice qui a été qui est développé depuis de très nombreuses années par l'entreprise qui s'appelle Morgan Stanley, OK. qui est l'indice de référence des marchés mondiaux. C'est-à-dire que c'est un indice qui comprend plusieurs milliers de titres dans le monde. C'est-à-dire que là, il se distingue du CAC 40 qui est purement français, du S&P 500 qui est purement américain. Donc le MSCI World, en fait, il est global, il est monde. Et donc, si on regarde en fait les niveaux de risque d'indices purement nationaux avec un indice multinational, ben, on a un niveau de risque beaucoup plus faible dès lors qu'on a plusieurs pays. Voilà. Très bien. Écoute, c'est très clair. Je te remercie pour, tout ça. Ça nous ouvre un peu un Je champ de, l'espère. oui, et puis prendre un peu de recul sur tout ce dont on parle, parce qu'en effet, moi, à force de faire tous ces épisodes, alors maintenant, évidemment, j'ai fait plusieurs épisodes sur l'immobilier, mais même sur Ah oui. l'immobilier, tu vas avoir l'immobilier de bureau, tu vas avoir l'immobilier locatif, courte durée, longue durée, tu vas avoir du locatif Paris région, tu vas avoir voilà. Et donc en fait, la prise de décision là-dessus, elle est, je trouve, hyper compliquée. Tu as envie de diversifier à fond et à la fois, tu sens que le risque, c'est quand même ce qui paye aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, tu vois, pour avoir partagé des projets immobiliers sur des plateformes qui peuvent être enfin connus sur le marché aujourd'hui. Certains me disaient oui, mais regarde, ils n'ont pas encore le permis de construire là-dessus, ils n'ont pas encore, etc. Et moi j'y vais parce que je sais que c'est aussi potentiellement le fait qu'ils n'aient pas le permis de construire qu'il y ait un rendement à 8, 9, 10% Ah possible ben, sur les le ouais. risque, de toute façon, il y a pas de rentabilité sans risque, hein. Ça, Ouais. c'est extrêmement judéo-chrétien et c'est très moral. C'est ce que beaucoup de journalistes ont d'ailleurs pas compris lorsqu'on parle d'argent gagné en dormant et de ce genre d'âneries concernant les financiers. Mais les financiers ou les gens qui investissent sont par construction des preneurs de risques. Ouais. Et donc c'est pas illogique que la prise de risque soit rémunérée. Ça me paraît d'une évidence absolue. Voilà. Donc, du coup, en effet, si tu as une aversion au risque, ben, tu auras une tendance à faire des petits investissements. C'est aussi à la fin, hein, j'imagine, assez logique.
Daniel, merci. Tu as pas écrit, toi? Tu as pas de bouquin à nous recommander? Pas C'est encore. trop compliqué? Pas encore? Pas encore, mais c'est D'accord. en cours. OK, bah, très bien. Tu m'appelleras quand ce sera fait alors. Ça Bah, sera sauf si c'est bien trop entendu. compliqué, que c'est un truc universitaire, alors là, je te le laisserai de Non, côté c'est parce pas que moi ma vision, c'est que je pense que on va dire les universitaires ou les académiques ont quand même aussi une mission qui est cette mission de faire connaître, les apports, de la recherche, les apports du monde académique, ce que je viens de faire pendant 1 heure et que ça fait aussi partie du boulot. Donc on n'est pas simplement censé se parler que entre nous, il faut aussi qu'on parle, au public, sinon en fait on sert pas à grand chose. Le problème, c'est que ces derniers mois, on a vu s'affronter des scientifiques, alors dans un autre domaine, hein, mais qui était le domaine médical, on a vu s'affronter des scientifiques sur les plateaux de télé. C'était peut-être pas indispensable, ça donne pas une très bonne image du monde scientifique, mais je pense qu'une partie de notre boulot, c'est justement de faire connaître et d'évangéliser le grand public sur des résultats, des travaux qui sont validés et qui servent à quelque chose. super. Daniel Haguet, on te suit sur, LinkedIn, par exemple, on peut Oui, t'ajouter? oui, Heu, c'est le seul réseau social que j'utilise d'ailleurs. OK, bah, voilà, Daniel Haguet, on mettra le lien. Je te remercie, 1000 fois, Mathieu, merci à toi. temps et à tous, eh bien, écoutez, je vous embrasse, je vous dis, je le dis pas assez, hein, ici, on donne pas de conseils, hein, sur, Génération du Turcel sur La Martingale, cette fois-ci, pardon. On est dans la découverte, donc par moment, je me rends compte, bah, en échangeant avec certains d'entre vous à la fin, d'épisodes que, hem, voilà, et certains vont prendre des décisions pour investir quelque part. Enfin, moi, je veux, je fuis ces responsabilités. Ici, vous prenez les infos, vous en faites ce que vous voulez derrière. Mais voilà, c'est important d'être chacun maître. Et c'est aussi pour ça que je voulais avoir cet épisode avec Daniel. C'est bien de se dire qu'il y a des tas de billets. On en est tous. On est Euh, tous des êtres humains en fait, exactement. c'est ça l'idée. Et donc, faut aussi être capable de prendre du recul vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de la martingale, de moi, de mes invités, etc., pour éviter tous ces biais, ou en tout cas les suivre, mais en pleine conscience. Voilà, donc je vous embrasse. J'espère que j'étais pas trop une voix du nez, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, je suis bien enrhumé. Mais voilà, j'ai passé un super moment. Je vous dis à bientôt sur la martingale. Merci à vous. Salut. Merci encore Mathieu, à bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.